Une autre question-réponse comme la dernière fois. Je me permets de commencer un peu de la même façon que la dernière fois. Je veux juste dire, avant de répondre aux questions, que je suis pas un professionnel de la santé. J'ai pas de formation en neurodivergence de quelque sorte. Je parle toujours à partir de mon propre vécu, mes propres observations de mon expérience de vie, fait que les réponses que je vais donner, c'est des avis personnels et non des avis professionnels. Aussi, je nommerai pas les personnes par souci de confidentialité puis de respect pour la vie privée des personnes qui posent des questions. Question numéro 1 qui a été laissée sur le vidéo où je parlais des premières fois. Quelqu'un qui dit « Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi d'apprendre à conduire. » Deuxième question. Non, en fait, pour répondre à la question le plus sérieusement, comment ça s'est passé pour moi d'apprendre à conduire, moi, je viens de l'époque, là, ça sonne vieux quand tu dis « dans mon temps », là. Dans mon temps, justement, on n'avait pas besoin de prendre un cours de conduite pour aller passer l'examen pour avoir le permis en tant que tel, pour faire l'examen pratique. Fait que moi, c'était mon père qui m'avait appris à conduire, puis étant donné que mon père, c'est pas un instructeur de conduite, ben il y a un paquet de choses que probablement que lui avait cru que j'allais, tu sais, qu'il était pas nécessaire de m'expliquer, que j'allais comprendre, tu sais, par défaut, là, des choses évidentes que tout le monde semble connaître, mais c'était pas le cas, fait que ça m'a pris jusqu'à 3 fois, j'ai repassé le test pour finalement avoir mon permis. Puis après la deuxième fois, c'est carrément la personne qui me faisait passer mon test qui dit là, faut que tu checkes parce que, tu sais, entre autres, les angles morts, tu sais, c'était quelque chose qu'on m'avait pas enseigné. Puis c'est lui, dans l'auto, qui m'a dit, ben, quand tu veux faire un changement de voie, ben, c'est important que tu regardes le rétroviseur, tu regardes, ensuite tu mets le clignotant, rétroviseur, tu regardes, puis s'il y a pas personne, là, tu fais un changement de voie. Mais ça, c'est probablement quelque chose que mon père a pensé que je prendrais pour acquis que, tu sais, de faire ça avant, mais étant donné que ça m'avait jamais été expliqué de façon, tu sais, vraiment formelle puis concrète, c'était pas quelque chose que je faisais, que j'étais porté à faire d'instinct. Moi, on me disait pendant l'examen, change de voie, ben ok, je change de voie, puis plus compliqué que ça. Ce qui est vraiment une bonne chose là, qu'ils fassent passer des tests, parce que ça aurait pas été ça aurait pas été une bonne chose que je puisse conduire avec ces connaissances-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ben tout le monde est obligé de passer de prendre un cours de conduite avant, donc d'être formé adéquatement, ce qui devrait en principe, rendre les routes du Québec beaucoup plus sécuritaires pour tout le monde. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai mon permis aujourd'hui, tu sais, puis j'ai un très bon dossier de conduite, un très bon dossier avec les assurances, j'ai pas fait de réclamation, ça va très bien, là, tu sais, là, j'ai un coup que j'ai été bien formé, si on veut, je conduis bien sur la route, je suis un conducteur responsable, tout se passe bien là-dessus. Prochaine question c'est une question qui avait été laissée sur le vidéo où je parlais de la terminologie, du fait que le terme, tu sais, trouble autistique, syndrome d'Asperger et trouble d'envahissement du développement avait été regroupé ensemble sous le terme TSA, trouble du spectre de l'autisme. Quelqu'un qui me dit « Bonjour, je viens d'avoir un diagnostic TSA par une psychologue en France. C'est un parcours du combattant pour faire valider ce diagnostic par un psychiatre. Est-ce qu'au Canada, c'est différent? » Au Canada, je dirais pas que c'est tant différent. Là, c'est quand même un long processus. Il y a deux façons au Canada. Ben, je dis au Canada, je vais parler du Québec là, parce que je connais pas comment ça fonctionne à l'extérieur du Canada. Au Québec, entre autres, on peut passer soit par la RAMQ, là, qui est la Régie d'assurance médicaments du Québec. Pour ça, ça va prendre une référence soit d'un médecin, d'un psychologue, pour pouvoir être mis sur une liste d'attente. Pour ce qui est des enfants, c'est quand même, tu sais, un chemin qui est très possible, très valide. Là, ça va quand même, considérant le système de santé du Québec, pas si mal. Moi, mon fils, c'est le chemin qu'il a pris, tu sais, parce que la psychologue suspectait qu'il soit probablement autiste, fait qu'elle avait fait une référence pour qu'il soit mis sur une liste d'attente. Ça a pris environ 2 ans avant qu'il puisse avoir son évaluation puis son diagnostic. Si t'es un adulte, par contre, je pense, là, je dis ça de mémoire, là, je suis pas certain à 100%, mais je pense qu'il y a 2 endroits au Québec où tu peux avoir une évaluation autiste, du trouble de spectre de l'autisme pour adultes.
Mais dans les deux cas, les listes d'attente sont pratiquement toujours fermées parce qu'ils sont pleines puis les délais d'attente sont immenses. Fait que ça relève pratiquement du miracle là, pour pouvoir repasser par ce chemin-là. L'autre option, qui est celle que moi j'ai choisie parce que j'ai passé mon évaluation à l'âge adulte, c'est d'aller avec une clinique privée. Ce qui est beaucoup plus rapide, mais qui coûte beaucoup plus cher. Là. Dans mon cas, ça a pris environ 2 mois avant que je puisse compléter l'évaluation. Mais c'est ça, j'ai payé tout de ma poche, qui est quand même un bon montant aussi. Puis les prix aussi, vont varier beaucoup d'un endroit à l'autre, dépendamment du type d'évaluation puis du type de prise en charge qui va aller avec l'évaluation aussi. Fait que c'est quand même... c'est ça, c'est quand même pas facile non plus comme parcours là, pour avoir un diagnostic. J'en profite... je sais pas si j'avais une question là-dessus, je pense. Ah oui, il y a une question plus tard, je vais y revenir là-dessus pour faire le lien que je voulais faire. Sur la vidéo sur la gestion du temps, les trucs pour la gestion du temps, il y a quelqu'un qui commente, qui dit « Mais il y a des imprévus dans la vie au-delà de l'organisation. Comment tu gères le changement d'horaire que tu ne peux esquiver? » La réponse simple, c'est mal. Tu sais, parce que tu peux pas vraiment prévoir tout ce qui est imprévisible, mais le fait de gérer le temps puis l'horaire, ben ça permet déjà de réduire le plus possible les probabilités d'imprévus, mais des imprévus, tu sais, tu peux pas vivre sans imprévus qui arrivent, c'est juste impossible. Fait que la seule chose qu'il y a vraiment à faire, puis je n'ai déjà parlé dans un autre vidéo, mais c'est juste d'accepter que c'est ça qui se passe. T'sais. Puis dans les... je vais donner un exemple. Par exemple, cet hiver, c'est arrivé un soir que après l'école, ma fille était supposée d'aller faire du patin avec une de ses amies. Elle était supposée de se rendre chez son amie, puis de là, les parents de son amie allaient les porter pour aller faire du patin. Puis ma fille m'a appelé pour me dire « Hey papa, mais les parents de mon ami peuvent plus nous porter, il faudrait que tu viennes nous porter. » Puis moi, tu sais, je suis habitué, c'est moi qui fais les repas chez nous, les soupers à chaque soir. Puis je time tout le temps mes affaires pour que 5h15, on mange. T'sais, tout est prêt, vraiment timé, à la minute près pratiquement. Là, puis là, ma fille m'appelle. Moi, j'avais prévu, je pense que c'était une lasagne que je voulais faire ce soir-là. Puis là, je regarde le temps, puis je fais comme, OK, si je vais la chercher, la porter, il va être trop tard pour que je mette ma lasagne au four, qu'elle soit prête à 5h15. Puis si je la mets tout de suite, ben, elle va cuire trop longtemps. Fait que ça, mon timing fonctionne plus pour que ça soit prêt. Fait que là, j'ai un peu... Je savais que ma fille avait besoin d'y aller, là, fait que je fais passer mes enfants en premier toujours, là, c'est certain. Mais l'attitude, la façon que j'ai affronté la situation, c'était un peu comme un soldat qui est dans une tranchée puis il sait qu'il faut qu'il aille courir jusqu'à l'autre building parce que sinon il va se faire bombarder. Ben c'est un peu... L'image est peut-être un peu grosse, là, mais c'est un petit peu la façon que je l'ai vécu avec que j'ai pas le choix puis il faut que je fonce puis advienne que pourra, mais ça a vraiment pas été agréable. Puis je me souviens, même pendant le trajet, ben j'essaie de recalculer. Je pensais aux choses que dans mon frigidaire, dans mon garde-manger, aux autres repas que je pouvais faire pour qu'on puisse manger à l'heure prévue. Quand, puis là, on s'entend que c'est pas quelque chose qui est rationnel, tout ça, là. C'est la personne autiste qui est faite comme ça, là. Mais quand on aurait pu juste souper plus tard, j'aurais pu juste dire, ben gars, à soir, on soupe plus tard parce qu'il y a eu un imprévu, puis ça aurait bien passé quand même. Mais c'est souvent lié, chez les personnes autistes, il y a souvent un très fort sentiment de... sont souvent très sensibles, je parle pour moi, entre autres, là, aux injustices, puis les lois, les règlements, c'est quand même quelque chose de très important, c'est pratiquement sacré. Puis le fait d'avoir déjà ces espèces de règlements internes, de dire « Hey, c'est à cette heure-là, ben c'est important », ben c'est comme si, dans ces situations-là, je devais enfreindre mes propres lois, si on veut. Là. Fait que ça me met en conflit, ça fait en sorte que je me sens pas bien. Finalement, c'est ça, on a fini par manger autre chose, je me rappelle plus quoi, mais tu sais, tout au long du trajet, c'est ça, je recalculais, puis j'étais comme un peu en panique de « Hey, je vais-tu être capable d'arriver à temps? » Puis on a forcément mangé plus tard que d'habitude, là, puis ça n'a pas été la fin du monde, mais ça m'a quand même vraiment désorganisé puis déstabilisé quand c'est arrivé. Mais comme je dis, le fait de prévoir le plus possible, ben, tu sais, sans nécessairement prévoir, mais d'organiser le plus possible autour, ben, ça permet de réduire, tu sais, de faire en sorte que ces événements-là, ben, ils se produisent pas à tous les jours ou plusieurs fois par jour, puis de les minimiser. Ce qui fait que ça en fait moins en bout de ligne à vivre, là, tu sais.
Oui, c'est ça. Prochaine question. Il y a quelqu'un qui demandait, parce que je parlais dans une vidéo qu'il y avait des tests. Elle me demande où sont les tests de diagnostic, parce que je parlais de tests gratuits qu'on peut faire en ligne, mais c'est pas des. Je juste préciser que c'est pas des tests de diagnostic, c'est des tests de dépistage. Ça permet pas de poser un diagnostic formel, mais ça permet de déjà s'aligner pour mieux s'éclairer sur sa situation personnelle, commencer déjà à apprendre à connaître son propre fonctionnement, puis ça peut être très utile. Moi, en tout cas, quand je suis allé consulter pour mon évaluation, ben, je suis déjà arrivé avec ces résultats-là. J'ai transmis ces résultats-là à la personne qui faisait mon évaluation. Ça montre déjà, elle peut voir un peu, avoir un portrait global du parcours. Puis, comme je le disais là, dans mon vidéo, ben, tu sais, c'est bien souvent, tu sais, un adulte qui s'est rendu jusqu'à cet âge-là, jusqu'à mon âge, mettons, bien souvent, tu as appris à compenser, puis tu es capable de faire une certaine partie du cheminement, même après, là, quand va venir le temps du démasquage, puis d'apprendre à vivre en harmonie avec ta nouvelle condition, bien, c'est possible de le faire soi-même aussi, là. Fait que des fois, le diagnostic est pas tant nécessaire, mais ça peut être très validant. Pour moi, en tout cas, même j'étais déjà convaincu que j'étais autiste, j'étais allé le faire pour avoir l'espèce de... J'avais besoin d'avoir l'approbation professionnelle, si on veut, mais dans la vie, c'est pas tant obligé de l'avoir pour mieux te connaître puis mieux vivre ta vie, là. Donc, tout ça pour dire que, pour finalement répondre à la question, sur mon site web, autismeentrelislignes.com, il y a une section, je vais mettre le lien là, en bas du vidéo ici. Il y a une section test où j'ai fait la liste des principaux tests que moi j'ai fait. Puis c'est tous des tests gratuits là, que tu peux faire pour t'aligner un peu si tu as des doutes ou c'est ça. Ou comme je dis, pour commencer à avoir une première piste pour mieux te connaître pour l'avenir. Là, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Je vais juste voir. Ça a déjà. Bon. Bah, ça va sonner. Hein, ça a l'air d'un numéro de scam en plus. Fait qu'on va le laisser sonner un instant. Sur la vidéo où je parlais que j'avais terminé plus tard, il y a quelqu'un qui me demande, puis que ça m'avait déstabilisé, il y a quelqu'un qui me demande comment est-ce que tu fais avec les enfants, il y a tellement d'imprévus avec les enfants. Ben ça revient un petit peu à l'exemple que je donnais, qui était justement un exemple avec mes enfants. C'est sûr que il va toujours avoir des imprévus, mais l'idée, c'est d'essayer d'encadrer ça le plus possible, puis après ça, juste d'accepter. Puis je sais, tu sais, je dis accepter, c'est la chose qui est la plus facile à dire, puis probablement la plus difficile à intégrer, puis à comprendre. C'est pas quelque chose que tu dis, ah ben oui, tu sais, parce que même si tu peux faire le chemin logique, dire, ah ben oui, c'est pas grave si on mange plus tard, ben tu sais, c'est ça, c'est un processus, là, c'est vraiment, ça prend du temps, puis ça vient avec le temps, mais des fois, tu sais, faut pas se décourager, tu sais, même des petites avancées, c'est toujours un progrès, puis ça, c'est une bonne chose, c'est à se remémorer, parce que des fois, ça peut être décourageant de voir que, tu sais, les choses s'améliorent pas, puis il y a des choses qui changeront jamais, mais des fois, de juste mieux se comprendre, ben ça peut être rassurant, puis ça peut permettre d'être moins dur envers nous-mêmes à travers le temps, c'est ce qui est super important aussi. Prochaine question, il y a quelqu'un qui me demandait si l'autisme était héréditaire. Oui, ça l'est. Par contre, c'est pas impossible que deux personnes neurotypiques aient un enfant qui est autiste. Ceci dit, les chances augmentent grandement si y a une personne des deux dans un couple là, qui est autiste. T'sais. Puis là, je sais pas de source sûre, mais la personne qui m'avait évalué me disait que même dans un cas où deux personnes, tu sais, les deux parents sont autistes, les chances d'avoir un enfant qui est autiste sont pratiquement de 100%. Mais ça, je l'ai pas vérifié, je rapporte les paroles de quelqu'un d'autre, là. Mais oui, il faut faire une histoire courte, c'est quelque chose qui est héréditaire. Tu sais, c'est pas assurément que tu vas avoir un enfant autiste si t'es autiste, mais c'est probable. Prochaine question sur la vidéo où je parlais justement de l'étymologie, en fait, l'origine du nom trouble du spectre de l'autisme. Il y a quelqu'un qui me demandait le trouble de ne pas apprécier les contacts physiques. Et ici, je parle du contact, du toucher en général, la bulle personnelle n'est pas un trouble à tous les autistes, point d'interrogation. Fait qu'elle voulait savoir si c'était quelque chose. Je sais pas si c'est vraiment... je sais que c'est extrêmement fréquent. Là. Moi, c'est mon cas, entre autres, là, là, d'avoir de la misère avec le toucher puis la proximité avec certaines personnes. Des fois, c'est un peu paradoxal. T'sais. Par exemple, je parle de moi, là, de mon expérience. Il y a certains... même juste le contact du vent sur ma peau, c'est une sensation que je trouve hyper désagréable. Là, là. Les touchers légers, mettons juste...
quelqu'un qui va me flatter doucement ou juste mettre sa main sur mon bras doucement, sur ma cuisse, sur mon épaule, je trouve ça vraiment insupportable comme sensation. Malgré tout ça, un câlin vraiment fort, tu sais, là, ou un massage avec une pression vraiment forte, ça, je vais adorer ça, tu sais. Mais ça, c'est plus relatif à la proprioception. J'ai un texte qui en parle vaguement, mais je vais faire un vidéo là-dessus. En fait, c'est que la proprioception, c'est la difficulté à être capable de sentir son corps dans l'espace. Son corps physique, fait que justement la pression, la compression, ben, ça aide à ressentir le corps, à savoir où il est placé dans l'espace, fait que ça peut être rassurant pour bien des personnes, fait que c'est pour ça que ça peut paraître des fois contradictoire de j'aime pas me faire toucher, mais j'aime ça me faire serrer. Tu dis, ben c'est quand tu serres quelqu'un, tu y touches, mais c'est pas exactement la même chose, ça agit pas de la même façon non plus. Fait que c'est ça, je peux pas parler pour tous les autres, mais je sais que c'est extrêmement fréquent quand même chez les autres personnes. Prochaine question, il y a quelqu'un qui me demande si j'ai des comorbidités avec l'autisme. Oui, j'en ai parlé un petit peu, j'en ai glissé quelques mots dans certaines vidéos. Je suis aussi dyslexique, ce qui est pas rare chez les personnes, tous les troubles 10, là, pour moi, je suis dyslexique, là, donc un trouble au niveau de la lecture. Je pourrais peut-être en parler dans une vidéo à un moment donné si ça intéresse quelqu'un. C'est pas directement lié à l'autisme, mais c'est très commun chez les personnes autistes. J'ai aussi un trouble obsessionnel compulsif qui est, encore là, tu peux avoir un TOC qu'on appelle, tu sais, si t'es pas autiste, puis tu peux être autiste sans avoir de TOC aussi. C'est pas nécessairement lié, mais c'est quand même très fréquent chez les personnes autistes. Ça aussi, je pourrais en parler si jamais ça intéresse les gens là, d'en parler là-dessus. Quand j'ai fait mon évaluation, on a regardé aussi toutes les comorbidités pardon, plus classiques, comme entre autres le TDAH, la bipolarité, la dépression, les troubles anxieux, ces choses-là. TDAH, j'ai des traits. Parce que je connais pas aussi bien le TDAH que l'autisme, là, mais je sais qu'en gros, il y a comme 4 critères qu'il faut avoir qu'il faut présenter pour avoir un diagnostic. Moi, j'en ai 2 sur 4. Fait que j'ai l'aspect un peu le cerveau qui pense tout le temps, que j'ai des idées du matin au soir, je suis jamais en train de penser à rien, j'ai beaucoup de créativité, je vais beaucoup penser à des choses, analyser, j'ai tout le temps comme, je suis tout le temps en train de faire un peu la narration de ma propre vie, là, j'ai ce côté-là, mais j'ai pas le côté, j'arrive en retard 2 fois par semaine parce que je trouvais plus mes clés ou des affaires de même, ou parce que, j'ai oublié un rendez-vous, ça, c'est ça, il y a certains traits du TDAH que j'ai, puis certains d'autres que j'ai pas, mais en gros, c'est pas mal ça. Il y a aussi quelqu'un qui commentait sur le vidéo où je parlais que quand j'étais plus jeune, j'avais de la misère, j'aimais pas aller me laver, qui dit le bain chaud ne serait-il pas plus facile? Moi-même, j'ai de la misère avec la douche, mais à cause du froid et après la douche. Mais c'est ça dépend vraiment des personnes. Mon fils, entre autres, qui est autiste aussi, lui, il prend que des bains, puis il adore ça. Il peut prendre des fois 2, 3 bains dans une journée sans aucun problème. Moi, personnellement, j'aime pas tant prendre un bain. Je suis bien dans le bain quand le bain est assez chaud, mais en sortant du bain, j'ai jamais l'impression d'être vraiment propre. Je me sens jamais aussi propre que quand je sors de la douche. Fait que, tu sais, moi, je vais prendre ma douche pour me sentir propre. Fait que pour moi, prendre un bain puis pas me sentir vraiment propre en sortant, ça va un peu à l'encontre du principe de... Mais tu sais, je sais pas si t'es vraiment moins sale, moins propre quand tu sors d'un bain, mais moi, c'est la sensation que j'ai. Fait que c'est pour ça que je préfère quand même prendre des douches là-dessus. Fait que c'est pas mal ce qui complète les questions pour aujourd'hui. En terminant, je voudrais peut-être juste rappeler, si jamais il y en a qui ont des questions vraiment plus spécifiques ou besoin d'encadrement, c'est pas un service que moi je peux offrir parce que, comme je disais, j'ai pas de compétences là-dessus, mais des fois se tourner vers la Fédération québécoise de l'autisme pour des recommandations, ça peut être une bonne idée. Leur site web, c'est autisme.qc.ca. Sinon, je vous invite à laisser, comme d'habitude, vos commentaires, suggestions, questions en dessous. Puis, à la prochaine.